Je suis toujours un peu inquiet par rapport à ça. Salut tout le monde, on est de retour comme tous les lundis pour le Facebook Live de la Tribune pour débriefer entre autres la deuxième journée de championnat, mais vous savez aussi, il se passe d'autres choses. Il y a eu les super coupes à l'étranger, il y a le mercato toujours en cours, il y a eu la finale de l'Euro féminin de foot, donc voilà, venez avec nous pour débattre de tout cela et surtout nous poser vos questions sur la page Facebook RTB Sport. Vous êtes dessus, ça tombe bien. Nous aussi, on est en compagnie en plus de Thomas Châtel. Aujourd'hui, ça va Thomas? Salut Benjamin, salut à tous. Alors comment ça va? Très bien. Comment s'est passé votre week-end foot? Très bien, deuxième week-end, j'étais au bon endroit en fait, à Genk, Oui. là où on pouvait voir le plus beau foot de Belgique pour l'instant. Donc j'étais au bon endroit et la meilleure ambiance de Belgique grâce aux supporters du Standard. Donc voilà, donc il y a déjà des ingrédients pour passer des bons moments dans notre championnat. Vous êtes déjà 77, j'adore ce chiffre, c'est mon année de naissance, à nous suivre, mais vous serez plus nombreux dans un instant pour nous poser vos questions. C'est important parce que c'est vous qui faites aussi le sel de ce petit moment-là de partage. Vous disiez Genk, le meilleur foot de Belgique, et pourtant, il y a plein d'incertitudes aussi. Enfin, c'est un nouvel entraîneur, il y a les transferts sortants. Ito, quand même, le meilleur joueur est parti. On parle du départ de Bongonda, on parle du départ de Dessers qui était là, qui a joué comme un vrai pro. Donc, c'est pas si simple d'amener des bons ingrédients pour un foot positif avec tout ça en tête. Non, c'est pas si simple. En même temps, ils sont tellement assis sur une mine d'or à Genk quand on voit encore le jeune El Kanous qu'on a découvert hier pour remplacer notamment Ito et Oyen. C'est juste incroyable ce qu'il a montré dans ses premières minutes. C'est un futur grand. Évidemment, il faut pas y aller trop vite et on va pas faire de comparaison ni quoi que ce soit. Mais il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Il a une technique hors du commun. Il a une passe énorme. En plus de ça, il a un certain volume de jeu et il a failli marquer de la tête. Ça fait pas mal. Donc El Kanous, un nom de... El Kanous à retenir. Il était formé à Anderlecht. Il s'est fait Genk l'a piqué à Anderlecht en 2019, 18 ans, et il a choisi pour l'instant la nationalité marocaine, en tout cas pour les équipes de jeunes. Il a joué avec les équipes de jeunes belges, mais les dernières sélections, il les a acceptées au Maroc. Exact, mais ça peut encore rebondir. Ça peut encore rebondir jusqu'à un certain âge, en effet. Voilà, merci à tous ceux qui nous regardent déjà et qui nous font parvenir leurs messages. Dany, Pascal, Frédéric, Michel. Je suis triste, nous dit Frédéric, aucun club n'a été transféré. Xavier Mercier en Belgique. C'est vrai, 2 fois meilleur donneur d'assist d'affilée. Oui, et pour l'instant, ça donne raison à Marc Breis qui a décidé de se passer apparemment de son numéro 10 en lui disant qu'il ne serait plus titulaire, ou il l'a appris d'une certaine manière, et donc a décidé de partir, c'est ce qu'on dit. Mais pour l'instant, c'est un 6/6, ils sont tout simplement en tête de notre championnat, avec un nouveau meneur de jeu, Holshouser, qui joue autrement, un peu plus bas. Avec de l'intensité. Avec de l'intensité. Donc voilà, évidemment qu'on est tous tristes, nous, amateurs de foot, parce que c'était sans doute l'une des plus belles pattes de notre championnat. Voilà, pendant que vous nous faites parvenir vos messages tout doucement et vos questions aussi, on va rester dans ce mercato, c'est important. On a perdu Ito, je l'ai dit, mais aussi Charles de Ketelaar. C'est quand même 2 grands noms qui nous ont quittés la même semaine. Charles de Ketelaar, un mot, Thomas, sur ce feuilleton qui s'est terminé à l'AC Milan, donc. Oui, on a perdu Ito. D'abord, on a perdu De Ketelaar. On vient de perdre Tissou Dali. On en parlera peut-être avec sur le ligament croisé. Oyen sur le ligament croisé. Ça fait beaucoup d'artistes qui tombent en une fois. Mais sur De Ketelaar, que dire si ce n'est que c'est un transfert de rêve pour le garçon. Qui voulait absolument aller apparemment à Milan plutôt qu'à Leeds, qui faisait une proposition financière plus importante. Ce qui a donné lieu à une sorte de combat en interne entre le joueur, son entourage et le club qui lui le poussait évidemment vers Leeds. Donc moi j'aurais tendance à dire en tant qu'ancien joueur, tant mieux pour le joueur qui a pu aller vers là où il avait envie d'aller. Et j'ai envie de dire que ce transfert est quelque part mérité. Alors c'est visé très haut, quand on compare un Ito qui va à Reims, où on peut se dire c'est quand même bas pour un gars qui était peut-être le meilleur joueur de notre championnat et qui se retrouve à Reims à 29 ans. Et un autre qui va à l'AC Milan, où on se dit, est-ce que c'est pas un peu tôt de viser l'AC Milan, le top européen? On verra. En tout cas, il a toutes les qualités pour. Votre intuition, justement, vous personnel, est-ce que Charles de Ketelaar va réussir directement à l'AC Milan? Moi, j'ai envie de dire que certains autres l'ont fait avant lui à l'AC Milan, et donc pourquoi pas. Moi, je crois qu'il a tous les ingrédients pour réussir, pour s'intégrer au plus haut niveau. Maintenant, est-ce que c'est une marche
passer. Moi, je crois qu'il peut s'imposer. Quelle place? On sait que De Ketelaere, il est capable de jouer à différents endroits, mais sa meilleure place, moi je l'aime bien comme deuxième attaquant, où il a une certaine liberté, où il peut à la fois décrocher, il peut à la fois être un point d'appui quand il le faut, parce qu'il faut pas oublier qu'il a une certaine corpulence, il sait aussi garder un ballon, donc ouais, deuxième attaquant. Deuxième attaquant. Mais de là à dire qu'il sera titulaire à part entière dès sa première saison, non. Voilà, je note toutes vos questions pendant que je papote avec Thomas, ne vous inquiétez pas, je suis à vous dans un instant. Je vous demande, comme à Philippe la semaine dernière, un petit top et un petit flop du week-end, Thomas. Alors pour le top, j'ai hésité entre Genk, dont je vous ai dit que c'était pour moi le plus beau football pour l'instant, et le public du Standard, dont je vous ai parlé aussi. Et je vais choisir Genk parce que j'ai envie de parler football d'abord, et que c'est juste incroyable ce qu'ils sont en train de proposer. Comme vous l'avez dit, avec toutes les incertitudes qu'il y a autour, et avec un nouvel entraîneur qui a déjà mis sa patte, et ce fameux chaos organisé dont il adore parler, qu'il avait déjà mis en place à Malines offensivement, avec des joueurs qui partent dans tous les sens. C'était tout simplement un déferlement, un débordement constant pour les Standardmen qui étaient complètement étouffés la première mi-temps. Ouais, Franken qui avait donc déjà été bon à Malines et qui confirme tout doucement déjà, en tout cas en ce début de saison. Il va falloir confirmer tout ça aussi sur la longueur et sur le moyen terme. Comme tous les nouveaux entraîneurs, on rappelle 10 changements d'entraîneurs, c'est complètement hallucinant. C'est pour ça, Thomas, qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On voit aussi les grosses locomotives qui ont du mal à se mettre en route. Il n'y a que OHL et l'Antwerp qui ont réalisé le 6/6. Ça, c'est expliqué par les changements d'entraîneurs principalement, ou il y a autre chose? Oui, ça peut s'expliquer. Après, on savait que ça allait être un début de championnat très nerveux avec les 3 descendants et ça concerne peut-être une moitié de championnat, des équipes qui se disent à la moindre défaite, on est déjà dans le peloton du bas et on doit faire gaffe. On a vu le soulagement que Penn avait de battre Bruges hier pour prendre 3 points inespérés et sur lesquels il n'avait pas compté. Flop. Et mon flop, là aussi j'ai hésité entre Bruges, parce que là Bruges ils ont sans doute c'est le patient qui me tracasse le plus. Ah ouais, pourquoi? Ouais, parce que je trouve que c'est les 2 matchs qu'ils ont joués, que ce soit face à Genk ou qu'ils ont gagné miraculeusement, et là contre Penn, ils ont donné des occasions, un nombre d'occasions incroyables. Ils ont cassé 4 buts en 2 matchs, et Mignolet en a sauvé peut-être 8 en 2 matchs. Ça fait beaucoup trop pour cette équipe-là. Mais mon autre flop, je vous en ai parlé, c'est Tissou Dali, parce que pour Gand, c'est une petite catastrophe. Et on est triste pour le joueur, évidemment, qui va rater sa Coupe du Monde. C'est peut-être sa dernière Coupe du Monde de carrière, pour un joueur hyper attachant. Donc là, on est vraiment déçus pour lui. Bon, voilà, les questions arrivent, et une pour vous directement. Votre top 4 pronostic pour la fin de saison et les 3 descendants. Philippe Albert a déjà donné et a dit qu'il ne changerait plus d'avis. Là, ça ne passe. Mais Philippe Albert est au-dessus du lot, on le sait très très bien. Top 4, dans l'ordre, carrément? Non. Je vais vous faire ce cadeau-là. Bruges, Antwerp, j'ai dû déjà répondre pour un journal, donc il faut que je me dise la même chose, sinon je suis pas cohérent. Je pense que c'était Gand et Anderlecht. Ok. Mais en ayant vu Genk depuis, j'avais envie de dire Genk. Non, mais j'avais hésité entre Genk et Anderlecht. Vous avez le droit de changer d'avis là, parce que c'est quand même plus intelligent de se prononcer après avoir vu des matchs en fait. C'est plus facile en général. Oui. Mais je crois en l'Anderlecht de Mazou. Donc, il y a un match entre Genk et Anderlecht. Ouais. Parce que Philippe avait dit la même chose que vous, Anderlecht, Bruges, Antwerp et Gand. Mais pas encore Genk la semaine dernière, mais peut-être qu'il s'est ravisé. Ah, il était là hier en tout cas. Ouais. Mais il a dit qu'il changerait pas la vie. Je le connais, Philippe. Je t'embrasse, Philippe, si tu nous regardes. Thomas, ton top 3 des descendants. Donc ton flop 3, en gros. Comme ça, l'intuition. Pour l'instant, aux 3 dernières places, il n'y a même plus d'ex-aequo, c'est Standard dans l'ordre. Standard, Malines, Serein. Serein, malheureusement pour eux, et j'espère que ça les motivera à crever comme leur entraîneur l'a déjà dit. J'avais pensé à Eupen et Ostende qui cartonnent ce week-end. Et donc ça va être dur. Waouh, ça va être chaud. J'avais même pensé au Cercle qui continue à cartonner avec Thalhammer. Je m'étais dit qu'ils allaient s'essouffler avec Thalhammer, mais apparemment pas. Donc voilà, si c'est les 3 là, Ostende, Eupen, Serein, mais pour l'instant c'est 2 équipes qui sont en forme.
Ok, mais tout ça est noté pour être retenu malgré tout contre vous, malgré votre bonne volonté. Et le manque de créativité du Standard, plusieurs messages par rapport à ça. C'est bien la volonté, l'entraîneur qui veut essayer de mettre un pressing, mais il y a quand même clairement un manque de créativité et des gros problèmes défensifs. Ça fait quand même beaucoup. Oui. Nous dit-on. Moi, j'ai utilisé le mot qualité hier parce que c'était flagrant la différence de qualité individuelle entre un noyau et l'autre. Et on a montré aussi à quel point, en termes de créativité, si Amala n'est pas accessible, ça devient très très compliqué. Et Genk a très très bien coupé les angles de passe vers Amala. Il faut aussi absolument qu'on trouve un relais à Aymon et un autre attaquant. Aymon qui a eu énormément de mal à se proposer, à trouver des courses intéressantes, qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts comme à son habitude, mais qui a du mal quand même à être trouvé dans ce système. Et puis Deila qui aime bien les centres, il y en a eu pratiquement aucun. Donum et Dragus qui étaient les ailiers sont pas des ailiers de débordement, donc ça doit venir des latéraux qui eux étaient complètement débordés par les ailiers genkois. Donc voilà. Ouais, ils sont tombés contre une équipe forte, vous l'avez dit, donc à revoir encore. Mais c'est vrai que le début du calendrier du Standard était pas évident, hein, Genk. Non. Donc on va encore se prononcer quelques semaines ici. Mais compléter cette phrase-là, pour que le Standard vive une saison plutôt tranquille, il faut se renforcer parce que la base elle est là, c'est-à-dire la clarté dans le message, la philosophie qui est claire par rapport à la saison passée. On l'avait dit après le premier match contre Gand, ça on le ressent très fort. Le public qui est présent, hein, et c'est eux qui ont donné le premier signal avant même que les joueurs commencent à jouer ce championnat. Et voilà, je continue à dire que ce coach donne l'impression de pouvoir donner cette ligne dont a besoin sportivement ce Standard, mais avec d'autres forces vives, ça c'est sûr. Et quid finalement dans les transferts sortants de Amala et Raskin qui sont pour l'instant les deux moteurs de l'équipe. Oui, donc il faudrait se renforcer principalement où? J'ai dit numéro 9. Oui. Moi, je dirais au moins un chaque ligne, en fait. Au moins un chaque ligne. Il y a du boulot pour faire Galavkin qui devrait arriver aujourd'hui. Ouais. J'allais dire. Voilà pour le Standard, effectivement, où on critique beaucoup l'arbitrage ce week-end. C'est vrai que depuis le début du championnat, il y a eu beaucoup de choses à redire. 10 exclusions déjà, du VAR un peu brouillon, des règlements pas tout à fait appliqués. Les fautes de main hier à Genk Standard. Oui, il y avait en effet de quoi discuter sur les fautes de main, celle du Genkois qui avec son bras qui était passe complètement le long du corps, puisque cette balle, quand on voit la photo, elle passe presque entre le bras, presque. Sur la reprise de. Moi, je trouvais que ça ne me dérangeait pas qu'il l'ait pas sifflé, mais c'est un petit peu une réponse de Normand. Mais s'il l'avait sifflé, j'aurais pas été choqué vu d'autres qui ont été sifflés. Ouais, et alors moi j'ai couvert en studio la finale de l'Euro féminin de foot. Je sais pas si vous avez vu la faute de main non sifflée de l'Angleterre à domicile devant 80 000 supporters. Et là, on se dit, alors qu'il y avait le VAR, hein, là, on se dit non, les gars, non, ça va pas. Oui, mais comme je dis toujours, ça, c'est toujours rassurant de le voir que ça se passe pas que chez nous, mais ça va pas. Ouais, mais ça rassurant ou pas, parce qu'on se dit que ça arrange tout le monde que l'Angleterre gagne à domicile et que ça crée des belles images. Et parfois, on peut, je suis pas du tout pour la théorie du complot, mais là, à un moment donné, on se dit, c'est pas possible, en fait, que se passe-t-il? Donc voilà. Mais par descendant contre... serein, Courtrai au stand, nous dit Marc. Ouais, c'est vrai. En tout cas, ça va être dur pour ces équipes-là. À mon avis, elles seront dans la course pour contre la relégation un bon bout de temps. Par contre, Benja, sur l'arbitrage de Genk Standard, et ça m'intéresse d'avoir votre avis en tant qu'ancien gardien. Vous avez vu le coup de gueule de Bodard qui dit que les gardiens peuvent rien se permettre et les attaquants tout sur un penalty. Donc maintenant, on leur permet de partir de derrière la ligne, chose qu'on ne faisait pas. Et donc il l'a fait, mais il est passé trop tôt devant cette ligne. Et il dit les ballons sont en notre défaveur, les joueurs peuvent se permettre tout au penalty, s'arrêter, faire des feintes. Voilà, je trouvais ça intéressant en tout cas comme coup de gueule. Mais il a raison, les gardiens sont dans le règlement toujours un peu les oubliés, hein, et on veut avantager le foot offensif, les buts et tout ça, je peux comprendre, mais donc forcément c'est au détriment des gardiens. Mais sur ce règlement-là, je trouve que c'est très très vache de voir. Enfin, je sais pas si vous imaginez déjà le désavantage d'un gardien sur un penalty, mais alors là, depuis qu'ils doivent. D'ailleurs, les stats ont augmenté. Hein. J'avais regardé, en tout cas, la première saison de ce règlement-là, les stats avaient augmenté. On passait d'environ 75% de réussite sur penalty à 80% de réussite.
Forcément, l'angle est moins réduit, donc c'est plus difficile. Et c'était un tournant du match hier parce que bon, il arrête ce penalty. Moi, j'aime pas du tout ce règlement, mais bon, voilà, on sait le boost que ça peut donner d'arrêter un penalty et on sentait la frustration de Bodard. Pronostic de Thomas sur les barrages des coupes européennes et sur les chances des clubs de passer. C'est cette semaine, ça. Moi, j'ai bon espoir. Je vous l'ai dit pour nos clubs belges, mais pour Anderlecht. Je vous interromps, Daniel me fait rire. Les pénaltys sans gardien, ce serait mieux. Merci Daniel pour ce moment. Pardon. Et encore, on n'aurait pas 100% de réussite. Oui. Donc Anderlecht ici, ils ont un beau coup à jouer en Estonie, et je pense qu'ils vont le faire. L'Antwerp a passé son premier tour. Bruges est dans les poules. Il reste Gand. Gand vient de perdre Tissoudali, donc ça c'est vraiment embêtant. Il faudra voir comment il le remplace. Et l'Union contre les Rangers demain. Et l'Union, ils m'ont bien rassuré, bien plu dans ce match face à Charleroi vendredi, tant ils étaient structurés et on sentait vraiment la continuité dans le travail de Karel Geratz, qui je trouve est parfaitement entré dans le costume. Oui. Là, voilà. L'Union reste l'Union. Tout est dans le nom, finalement. Deux premiers matchs de la saison, c'est quand même pas mal. Ouais. Undav manque, évidemment. C'est celui qui c'est le plus flagrant, peut-être. Et on sent que Van Zer est un petit peu perdu sans Undav. En plus du fait qu'il est moins bien. On sait qu'il avait eu une petite pubalgie en fin de saison. Il a pas fait toute la préparation. Et ça se ressent. Mais ils sont en train de transférer un, puis deux attaquants, donc ils sont en train de recruter et ça bosse très très bien ça. Faites-nous confiance à l'Union, la cellule de recrutement, aidée aussi par Brighton, qui est la maison mère. Ça bosse très très bien. Et comme un symbole, les 2 uniques buts inscrits pour l'instant par l'Union, ce sont 2 nouveaux venus. Et c'est pas mal. Hein. Ça, ici, le but, c'est incroyable, improbable même. Et celui d'Alindra la semaine dernière, qui est pour l'instant le but de la saison. À noter que en plus des transferts, on a enfin vu un jeune du cru, Ilias, que j'ai suivi un petit peu en espoir à l'Union, et qui est vraiment un jeune formé à l'Union et qui est très très bien monté face à Charleroi, joueur très technique, virevoltant devant, donc à revoir, mais ça pourrait être très intéressant. Frank Hagenk est-il le meilleur transfert de coach de notre championnat? Vous avez presque répondu oui à cette question. Pour l'instant, en tout cas, après 2 journées, c'est vraiment... C'est au moment T, oui, mais je trouve vraiment que c'est l'homme à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, et que le duo de Condé-Vranken, 2 anciens du club avec qui j'ai joué, sont les personnes adéquates pour faire en sorte qu'enfin Genk se stabilise. 11 entraîneurs en 10 ans là-bas, c'est beaucoup trop. Il faut un milieu offensif à Anderlecht, nous dit Olivier. Ça nous permet de faire une transition vers le match d'Anderlecht. Et la première défaite de l'ère Matsu, la première défaite en match officiel. Alors on peut surfer sur une euphorie du changement, hein, si ça se passe bien. Bon là, ils seront déjà un peu sous pression avec le barrage qui arrive jeudi. Il faut pas se louper là maintenant. Non, c'est vrai. Les clubs comme Anderlecht, Bruges et d'autres ont tout de suite la pression dès qu'ils perdent, et c'est le cas, et ce sera le cas à Anderlecht. Ici, on a. Et pour Oufkens à Bruges, pareil. Oui, là c'est peut-être encore plus le cas là du côté de Bruges, mais oui, on a vu une réaction en deuxième mi-temps à 10. C'était une petite réaction certes, mais on a vu quelque chose qui nous permet de croire que voilà, ça va aller mieux. On était là au premier match contre Ostende, tout n'était pas rose, hein. Il y a eu ce deuxième but de Silva qui a fait un peu oublier la deuxième mi-temps compliquée aussi, hein, face à Ostende où ils auraient pu prendre un but en fin de match. Donc évidemment que la construction va encore reprendre du temps et qu'il va devoir trouver les bons joueurs, par exemple les flancs dans son système à 3. Pour l'instant, Ishak, il a dû mettre Raman. C'est pas les joueurs qui vont faire le travail qu'un Nico ou qu'un Lapoussin faisait. Si on veut comparer évidemment avec l'Union. Avec l'Union. Donc, mais on sait qu'en tribune, juste derrière nous, là, il y avait Gomez et Murillo, qui n'est pas encore parti. Hein, il est suspendu, mais pas encore parti. Et Gomez en forme dans ce système-là, il peut faire mal. Évidemment. Même Murillo qui on dit est en partance ou veut partir. Je pense que là ils vont peut-être commencer à réfléchir avant de le laisser partir, parce qu'on a vu vraiment que sur les flancs ça pouvait être compliqué. Il a réagi tactiquement, Matsu, ça c'est un point positif dans la défaite. Et c'était plutôt bien d'ailleurs sa réaction tactique de mettre un attaquant supplémentaire malgré l'exclusion. Oui, c'est vrai, d'autres entraîneurs l'auraient peut-être pas fait comme ça. Et en même temps, quand on a un joueur comme Silva sur le banc, voilà, ça donne envie évidemment de le faire monter, mais de là à faire descendre un gars comme Hachimero qui dans la récupération peut être hyper importante. En effet, c'était un fameux coup d'essai
Et donc, ça a donné quelque chose de plus intéressant, mais c'était quand même pauvre, quoi. C'est pas assez de se créer cette seule occasion de la tête d'Amouzou. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, évidemment, les joueurs ne se connaissent pas encore, mais voilà, on est là, par contre, loin du niveau de ce que Genk a montré, par exemple, contre le Standard hier. Plusieurs questions. On revient à Anderlecht dans quelques instants, mais sur la deuxième jaune non donnée à Heinen en fin de match, à la 83e minute, si ma mémoire est bonne, qui peut peut-être encore faire tourner le match, même si c'était 3-1 déjà à ce moment-là. Mais c'est vrai, il a même pas sifflé faute. En fait, il se dit s'il siffle faute, il doit l'exclure. Ouais. C'est peut-être ça qui se dit l'arbitre aussi. Oui. Mais pour vous, il y a faute et jaune? Oui, pour moi aussi. Le joueur disait lui-même qu'il avait joué avec le feu à l'interview. Donc, en effet, là, il y a encore au niveau de la gestion des matchs chez les arbitres, c'est pas un départ idéal dans l'ensemble. La folie financière de l'Antwerp ne fait-elle pas penser à Malines de Cordier? Oula, un connaisseur. Dernier club belge à avoir gagné la Coupe d'Europe, c'était cette période-là, Malines. Philippe Albert aurait mieux répondu que moi. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Moi, je peux dire qu'il y a un peu de ça. C'est vrai, on peut comparer. C'est vrai que là, c'est en train de devenir, une grosse locomotive. Il y a 6 sur 6 pour en plus aider à valider les premiers choix qui ont été faits de l'ère dépensière. On va dire ça. Vous y croyez à l'Antwerp? Ils ont tellement de moyens que c'est difficile de ne pas y croire. Mais en même temps, on sait ce que ça peut donner avec, par exemple, le PSG, en achetant tout ce qu'on veut. C'est pas avec ça qu'on fait des résultats. Il a clairement choisi une option, c'est l'école hollandaise avec Van Bommel et Overmars, et ça leur ouvre des portes incroyables. Hein, c'est comme quand Compagnie était à Anderlecht, ça vous permet d'aller sur un marché que vous n'auriez pas pu dont vous n'auriez pas pu rêver avant. Donc là, ça leur ouvre des portes assez incroyables. Mais moi, je trouve que ce qui est génial, c'est de pouvoir revoir des gars comme Alderweireld sur notre terrain grâce à ça. Donc je préfère voir le verre à moitié plein. La personnalité en soi du président de l'Antwerp, je suis pas un grand fan, et c'est un peu cette façon bulldozer d'avancer. Voilà, moi je trouve qu'il y a d'autres moyens d'arriver dans le football que uniquement par l'échec, mais ici ce sera difficile d'aller les chercher s'ils continuent à faire des résultats pour l'instant avec ce 6 sur 6 et 2 clean sheets, quoi. On revient à Anderlecht, on y était, je vous le rappelle. Prono sur la durée du séjour de Felice au RSA. Ils sont parfois durs, nos internautes. Pour moi, avant la Coupe du Monde, il est déjà limogé, nous dit Max. Max, je pense. Non, je suis pas d'accord avec Max. Autant j'étais surpris de ce passage et j'ai donné mon avis sur la façon dont la direction unioniste a géré ce dossier. J'ai pas compris comment un coach à succès comme ça n'était pas reprolongé avant les playoffs, et que c'est pas étonnant si alors on se fait piquer l'entraîneur si on prend pas les devants, on n'anticipe pas. Mais enfin bon, j'ai peut-être pas tous les données là-dedans. Autant je trouve qu'avec tout ce qu'il a vécu, son bagage, le fait qu'il ait pu prendre une grosse partie de son staff et s'entourer d'hommes de confiance, ce qu'il a vécu à Genk, la maturité de l'entraîneur, du coach, de l'homme, ça va le faire, je pense, moi. Matsu, ça va le faire. Ce sera un des extraits de notre Facebook Live que vous pourrez retrouver un peu toute la semaine sur notre site internet rtbf.be/sport. Matsu, il faudra voir si sur le moyen terme et le long terme, ça va matcher. Il y aura une compatibilité avec son noyau. On sait qu'il aime bien la chaleur humaine, et qu'à l'Union, il y avait des mecs qui étaient derrière lui, qui avaient envie de montrer à tout le monde qu'ils étaient faits pour le foot pro, parce qu'ils venaient parfois avec des parcours de galériens. Mais ici, c'est pas le cas, Anderlecht. C'est des mecs qui ont été choyés la plupart du temps, qui arrivent et qui ont cette ambition-là depuis tout petit, et pour qui finalement c'est normal d'être footballeur professionnel. Vous voyez la nuance? Je vois la nuance, et j'ai vu cette analyse, qu'il y avait beaucoup de gars revanchards. Et en même temps, je me dis que c'est ça qui fait justement la force d'un entraîneur comme Matsu, c'est sa capacité d'adaptation à différents profils. On n'est pas toujours que dans des équipes revanchardes, on n'est pas, et voilà, et l'Union n'était pas que avec des profils revanchards. Donc à nuancer cette analyse, et moi c'est trop cliché. Je trouve un petit peu trop, ouais. Mais je trouve surtout que justement Matsu a trouvé les clés pour activer les leviers qui puissent aller chercher, et ça on l'a vu au Cercle, ça va être un des challenges pour voir des joueurs qui se révoltent. On n'a pas vu ça. On n'a pas assez vu ça, et ça va être le grand challenge de Felice. Thierry Luters est présent. Si c'est le vrai, je l'embrasse. Si c'est le faux, je l'embrasse quand même. Esposito et Silva à terme doivent jouer ensemble devant?
Je pense que c'est dans l'idée et dans les plans de Felice Mazzu. Apparemment, ils s'entendent bien déjà en dehors du terrain. Mais pour l'instant, Esposito, il a un peu de mal. Hein. On l'a vu contre Ostende, il avait couru un peu dans le vide. Ça a été apparemment le même cas face au Cercle. Confirme. Donc, moi, je croyais pas mal en un duo avec Raman, parce que je trouve que Raman se rapprochait le plus d'un profil à la Van Zer. Mais il a pas plaidé sa cause, évidemment, contre le Cercle, Raman. Silva est bien monté, par contre, hein, pour compléter là-dessus. Et puis on termine tout doucement, hein, le Facebook Live se termine, on a fait le tour de beaucoup de questions. Thomas, Martin nous dit, mais l'homme du week-end ne serait-il pas le supporter de l'Union ? Vous avez vu ça, mais tout le monde l'a vu normalement. Si vous traînez sur Facebook, RTV Sport, le supporter de l'Union, il a fait le buzz sur les réseaux en fin de match, hein, je pense. C'était exceptionnel. Hein, oui, l'Union continue à nous offrir ce qu'on adore, des moments comme ça de spontanéité, et c'est vrai que c'était un des moments du week-end hors terrain. Voilà, on a parlé quasiment de tout, sauf de Charleroi, qui a fait un bon match quand même contre l'Union, mais l'année passée, on faisait le constat que Charleroi faisait une bonne saison, mais coincé contre les gros. Faudrait pas que ça se réitère à chaque fois. Je sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'ils ont fait un bon match. Ils ont fait un match moyen et ils ont quand même été fortement dominés par l'Union, mais ils auraient pu renverser la tendance en deuxième mi-temps. Leur début de match a été très très compliqué et on sent qu'on se cherche encore là avec le départ de Bayo, et c'est complètement logique. Combien de temps on avait mis à se remettre du départ de Nicholson? C'est la même histoire tout le temps, et je comprends la frustration des supporters, parce que honnêtement c'est compliqué pour un coach de chaque fois perdre son numéro 9 et de devoir reconstruire avec maintenant peut-être de nouveau une pépite trouvée en Algérie. Ouais, Ben Boili, apparemment il est très très bon, parce que pour l'instant Badji, qui a des qualités, ça va plus, et au niveau de la confiance, il faudra travailler, je pense, collectivement. Ouais. Donc voilà, merci à toutes et tous de nous avoir posé plein de questions. Je pense avoir fait le tour de vos questions. En attendant, on sera là tous les lundis. La semaine prochaine, c'est Lancelot qui sera là avec Philippe. Et puis vous aussi, hein, Thomas, on se retrouve très très bientôt pour la suite du championnat. Un petit mot sur la finale. Vous avez vu les images aussi, l'Angleterre qui s'impose contre l'Allemagne. On en a parlé un petit peu à travers le prisme de l'arbitrage, mais c'était un grand moment de sport et d'émotion aussi. Ouais, c'était gai à voir. Moi, j'ai suivi évidemment le parcours des Belges, et je retiendrai ça parce que voilà, on a ou pour certains découvert cette équipe, et c'était vraiment chouette à voir l'atmosphère qu'on ressentait dans cette équipe. 3 questions précises pour terminer. Anderlecht en play-off 1? Oui. L'Union dans le top 8? Oui. Standard dans le top 6? 3 questions qu'on nous a posées. Non. Voilà, merci, c'était le que oui que non. Ah, ça me rappelle une belle époque aussi. Merci Thomas, merci tout le monde de nous avoir suivis. Merci à Vin là pour la technique, et Christian pour ce Facebook Live. À lundi prochain, salut, au revoir.